Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du bilan culturel du mois de février 2022. Je vais parler de films, de 2 séries, d'une exposition, d'une pièce de théâtre et de 2 chaînes YouTube. Donc je vais commencer tout de suite avec les films que j'ai vus au cinéma. Le premier que j'ai vu, c'est Une jeune fille qui va bien, qui est le premier film de Sandrine Kiberlin. Je m'attendais à beaucoup de choses pour ce film, sans trop savoir où j'allais. Je savais juste le contexte. On va suivre une jeune femme qui est étudiante en école de théâtre au conservatoire et qui veut absolument devenir actrice. Donc on va la voir à travers ses cours. On va la voir à travers ses bandes d'amis pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'aube en fait de l'occupation allemande. Il est demandé aux Juifs d'avoir l'étoile sur leur papier d'identité. Cette jeune fille est juive. Et son père, bien qu'il essaie de se battre contre ce qui est en train de se passer, va être obligé d'accepter et elle va se retrouver avec l'étoile sur ses papiers. Il faut savoir que quand on était juif, on n'avait pas le droit de se représenter en tant qu'actrice ou qu'acteur de théâtre. Elle va continuer ses études, toujours avec cette passion. Et moi, ce qui m'a énormément marqué, au-delà de la fin qui a été tellement imprévue, c'est qu'on voit une jeune fille, tout comme l'indique le titre, qui va bien au milieu de tout ça et qui vit totalement en dehors du contexte politique et social et du contexte dictatorial qui est en train de se mener. C'est impressionnant de voir que, bah oui, effectivement, une jeune fille qui vit de sa passion, qui vit que pour ça, et ben elle vit carrément en dehors du contexte. C'est beau de voir cette passion-là qu'elle a pour le théâtre, notamment parce que l'actrice principale vient du théâtre, vient de la comédie française. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont fait penser à l'événement dans ce que j'en avais entendu de l'actrice qui soit totalement détachée de ses sentiments. Et là où je l'avais pas vu dans l'événement, je trouve que c'est énormément le cas ici. Je trouve qu'au début, pour le coup, elle a peut-être un jeu qui se prête pas assez au cinéma. Et on voit que c'est aussi son premier rôle devant la caméra. Donc c'est aussi dû à ça, mais c'est sûrement ce qui m'a manqué. Après, la suite du film se déclenche plus ou moins et on est relativement emporté. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu et s'il est encore en salle quand je vous en parle, je vous incite à aller le voir parce qu'il est vraiment chouette en tant que comédie française et il est marquant et il parle de la Seconde Guerre mondiale certes, mais d'une autre manière et c'est aussi intéressant de le voir de cette façon. Le deuxième que j'ai vu, il s'agit de Souvenirs. J'avais énormément d'attentes, étant donné que j'en avais beaucoup entendu parler, et le film fait 2 heures. J'ai retenu au moins 5 somnolences. On va suivre une femme qui, pendant ses études, en tant que dernière année d'étudiante en cinéma, doit réaliser son film de fin d'année. Et pendant ce temps-là, elle est en couple avec un homme qui est accro à l'héroïne ou à la cocaïne, je ne sais plus. On va la voir dans cette relation inégale, forcément, et néfaste. Et elle va jamais réussir à sortir de ça. Et là où les thématiques auraient pu me plaire, je me suis embêtée pendant toute la séance. Certes, il y a de beaux plans, il y a de beaux décors, mais alors je trouve qu'elle avait aucune émotion. J'étais pas dedans. C'était insipide à mon goût. De mon côté, il m'a pas du tout plu. Donc, étant donné que je le vois au ciné, je vous en parle quoi. Ensuite, j'ai vu Vous ne désirez que moi, qui est un film qui a été réalisé par Claire Simon, dont je vous avais déjà parlé dans mon bilan de mes films préférés de l'année 2021 et au cours d'un bilan culturel. Claire Simon, elle a majoritairement réalisé des documentaires et elle avait fait ce documentaire que j'avais beaucoup aimé sur la Fémis et sur les concours de la Fémis. Ici, on va la retrouver dans une adaptation d'une œuvre de Duras qui fait le portrait de Jan Andreas Steiner sur sa relation avec cet homme. Et dans ce film, on va le voir en plus ou moins huis clos, sauf les souvenirs qu'il va évoquer et les voix ultra-diégétiques qu'on va entendre notamment de Duras et de ses souvenirs. Majoritairement, ça va se passer dans la même pièce avec une journaliste qui l'interviewe sur sa relation avec Duras et sur à quel point Duras a été bonne ou mauvaise et à quel point finalement cette relation a compté pour Jan Andreas. C'est un film
pour lequel là encore j'attendais beaucoup, notamment parce que j'avais beaucoup aimé le documentaire que j'avais vu de Claire Simon. Si je vous en ai parlé dans mes films de 2021, c'est pas pour rien, mais c'est sûr que le documentaire c'est pas la même chose que la fiction ou que l'adaptation tout simplement, et que adapter un livre de base c'est quand même très très compliqué. Claire Simon elle a pas réussi à me capter totalement. J'ai un peu l'impression que c'était des personnes qui étaient très aguerries sur Marguerite Duras. J'ai lu pas mal de ses œuvres, j'ai même lu le livre en question avant, mais pas parce que le film sortait, c'était il y a quelques années, malgré le fait que je reste toujours à distance de son écriture. J'aime beaucoup en fait sa pensée par rapport à l'écriture. Après avoir vu le film, je savais qu'elle était très très compliquée dans ses relations et je pense très sincèrement qu'elle était néfaste dans les relations amoureuses parce qu'elle avait énormément d'ego. Et ce qu'on va voir dans ce film, c'est aussi ça. C'est que Yann Andrea, il a beaucoup souffert de cette relation, il a beaucoup souffert de l'ego de Marguerite Duras, de la reconnaissance de Marguerite Duras. Ça va être beau parce que ça va être une confession. Le film a beau faire 1h35, il a été à mon sens trop long, peut-être de très peu de temps, mais il y a tellement d'instants où il a pas réussi à me capter que je suis restée un peu à distance, malgré le fait qu'il y ait une très belle image, qu'il y ait de très beaux mots et qu'on sente la plume derrière. Je n'ai pas réussi à être captée entièrement et c'est sûrement aussi dû à l'acteur principal. Le rôle principal est tenu par Swan Arlo, qui est un acteur avec lequel j'ai du mal, alors que j'ai l'impression qu'on le voit partout et c'est peut-être ça en fait qui me laisse à distance. Je trouve qu'il a une caractérisation qui est pas assez importante, qui se met pas assez dans le texte, et là où effectivement on a l'impression qu'il tente d'être dans le personnage, d'être plein de sentiments, les seules fois où il y a ces sortes de poussées, elles sont tellement minimes que il arrivait juste avant le point de me transmettre son émotion. Donc ouais, un petit peu à distance, malgré le fait que je trouve quand même relativement bien et que ça peut pas mal plaire. Le dernier que j'ai vu en salle, je l'ai vu hier et je voulais le voir avant de vous filmer ce bilan culturel. Il se trouve que à l'heure où je parle, Illusion perdue a gagné le César cette année. Et je ne l'avais pas vu au cinéma et je ne l'avais pas vu tout court d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore sur les plateformes. C'est donc l'adaptation de l'ouvrage de Balzac, Des Illusions perdues. On va suivre ce jeune homme qui vient d'Angoulême et qui va monter à la capitale plein de rêves suite à l'écriture de son recueil de poèmes. Il est jeune, il est beau, il a envie de vivre que de création, d'être publié, d'être édité, et il va monter à Paris dans l'espoir d'avoir une reconnaissance. Il va vite se rendre compte que malgré l'argent que on lui donne, parce que monsieur a une relation avec une femme mariée et que le mari est totalement au courant que c'est un homme qui a énormément d'argent, il va lui donner une sorte de dot de façon à ce qu'il s'émancipe et ce qu'il ne fréquente plus la compagne de cet homme. Il se trouve que pour plaire à l'élite parisienne, pour intégrer ce monde, il va dès le début dépenser une somme astronomique en vêtements, en parures. Là, il va se retrouver totalement dans la misère et il va se retrouver à une sorte de soupe populaire de l'époque. Il va prendre le poulet qu'il reste dans le plat de quelqu'un d'autre, la personne va le voir et ils vont commencer à parler au fur et à mesure lorsque le jeune homme aura découvert que la personne à qui il a volé sa nourriture est en fait un journaliste. Il va se lier d'amitié avec lui, il va le faire intégrer journal au fur et à mesure. C'est toute une critique de l'époque de ce siècle parce que ça reprend totalement l'écriture de Balzac. Il y a 3 parties dans le livre. Le réalisateur a décidé de se centrer sur la deuxième partie qui est aussi la plus longue et qui est vraiment la caractérisation de ce journal. Et au-delà de la caractérisation de l'époque et de la population de l'époque et de la bien-pensance entre guillemets, de la différence entre les royalistes et les libéraux, ça va vraiment être la peinture du journalisme à l'époque et du journalisme comme on le voit aujourd'hui. On va suivre tous les critiques d'art de ce journal et là où le jeune homme
avait des espoirs de mise en avant de l'art. Il est venu plein de rêves aussi en arrivant dans le journal, en croyant que c'était justement de parler de la beauté des choses que d'être journaliste, comme l'indique le titre de l'ouvrage et le titre du film. Ses espérances vont se perdre au fur et à mesure. Et là où c'était quelqu'un de pur, il va se vendre. On se pose la question de ce qu'est la critique et de comment œuvrent les critiques. Balzac, il a toujours cette idée, à travers sa comédie humaine, de décrire la bourgeoisie, tout comme pouvait le faire Zola avec justement cette population plus précaire. Il a ce même gage de montrer une population, en tout cas une partie de la population, sous ce visage, sous cette comédie humaine. On le retrouve énormément dans le film. C'est pas un film qui est écrit au sens où on sent la plume dans le mauvais sens, mais on est guidé par une voix off dont on se doute de qui c'est, mais dont on ne sait pas pourquoi c'est la personne, et jusqu'à la fin, on est tenu. C'est une fin qui est tragique, comme on peut s'y attendre, et c'est une fin qui est belle, et c'est une fin qui m'a plu. Les images sont sublimes, tous les prix qu'il a gagnés, mis à part un seul sur lequel j'ai mes réserves, mais ce n'est qu'un avis personnel et l'acteur qui a été choisi en tant que second rôle était très bien aussi. Moi j'aurais préféré que ça soit Xavier Dolan parce que je trouve que son personnage est plus construit et plus abouti et j'y ai été plus sensible. Vincent Lacoste était très bon aussi, c'est pas l'acteur que je préfère et je suis davantage sensible au travail de Dolan en règle générale. Mais c'est vrai qu'il est relativement bon. Et Benjamin Voisin, meilleur espoir, c'est tout à fait reconnu. Je suis très heureuse que ça soit lui qui l'ait gagné. Après visionnage du film, les costumes sont évidemment sublimes. J'ai rien de plus à dire, mis à part que j'ai juste eu envie de me mettre dans les illusions perdues de Balzac juste derrière, malgré le fait que ça soit une œuvre qui fasse 10 pieds de long, parce que le film ne m'a donné qu'envie de le lire. Ensuite, je vais faire la transition avec un film que j'ai vu sur Mediapart, mais qui est disponible en salle d'arrêt d'essai, donc courez le voir, il s'agit de Media Crash. J'en ai parlé sur Instagram, mais c'est un documentaire qui est réalisé par 2 journalistes et qui vont montrer ce qui est en train de se passer dans les médias actuellement. C'est un film où on va décrire en fait les préceptes qu'ont les milliardaires sur les médias français. Il faut savoir que la majorité des médias français sont privés et sont détenus par des milliardaires. À leur tête, Vincent Bolloré, qui a Canal, qui a Europe 1, qui essaie d'obtenir M6 et TF1, qui a des accords de 10 pieds de long avec d'autres médias et qui a des intérêts dans d'autres actions. On va parler de Pinot, on va parler de tous les autres, mais on va surtout se concentrer sur Bolloré qui actuellement essaye de racheter les médias français et l'information publique. On va avoir une question de liberté de l'information et une question de liberté de la presse qui est considérable et qu'il faut prendre en considération. Je vous incite à le voir, je vous incite à aller le voir en salle et je vous incite à en parler parce que c'est un film et des informations d'une importance publique. Actuellement, je suis en train de lire un livre de Julia Cagé qui en a également parlé dans l'Instant M. J'ai découvert ce documentaire également dans l'Instant M, donc si je retrouve l'épisode, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous voulez vous renseigner sur les médias, j'en ai déjà parlé le mois dernier, mais c'est une mine d'informations. Ça donne aussi un regard sur ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans les médias actuellement et à quel point ça doit nous toucher personnellement aussi. Je vais passer au film que j'ai vu sur les plateformes, mais je vais y aller très très rapidement parce qu'il y en a des très bien, mais je veux vraiment pas allonger encore la vidéo étant donné que j'ai déjà filmé une demi-heure sur les films que j'ai vus au cinéma. Je note que j'ai vu Moi Daniel Blake qui était sur MyCanal et que je vous recommande grandement. C'est un film de Ken Loach où on va suivre un homme qui essaye d'avoir des aides parce que il est dans une certaine précarité en Angleterre à cause de son handicap. Et on ne va pas lui donner les aides au fur et à mesure alors qu'il y a droit. Et il n'a pas son statut handicapé, du moins ça met un temps incommensurable. Il va rencontrer une jeune femme, il va se lier d'amitié avec elle.
et je trouve que le film est tellement important, tellement vrai sur la lutte sociale. Je vous incite à le voir, c'est un film là encore très important mais sous forme fictionnelle, et Ken Loach, si vous voulez des films sociaux engagés, je ne peux que vous le conseiller. D'autant plus que la précarité en Angleterre, c'est vraiment son sujet de prédilection. Ensuite, je passe rapidement sur Les Triplettes de Belleville, un dessin animé que j'ai trouvé très bien, très intelligent. Ça a dépeint vraiment une époque et c'est cru. C'est exactement ce que je cherchais quand j'avais regardé Délicatessen de Jeunet et qui m'avait pas touché, qui m'avait dégoûté, qui m'avait déplu. Et là, c'était parfaitement cruel dans ce qu'il y avait de bon à voir à l'écran. Le discours, je l'ai regardé hier, excellente comédie française qui est drôle, tout en légèreté et qui est très très bien menée. C'est une adaptation du livre de Fab Caro. Ensuite, The Father. Je m'attendais pas à grand chose, je croyais que c'était vraiment une comédie tire-larme. Ça l'est en quelque sorte, mais c'est beaucoup mieux amené, c'est beaucoup plus intelligent. Et là, il a gagné le César du film étranger. Je vous le conseille. Je sais pas si c'est un énorme film, mais c'est vraiment la reconnaissance de ce qui se passe lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer et comment les proches le vivent. C'est très beau, dur si vous vivez ça aussi, donc je vous le conseille peut-être pas, ou alors regardez-le quand vous allez pas trop mal, mais en tout cas ça raconte vraiment quelque chose de la fin de vie. J'ai vu d'autres films, je vous les mettrai en barre d'infos, mais ceux que je voulais mentionner sont là. Ensuite je passe aux 2 séries. J'ai poncé Scam France parce que j'avais besoin d'un truc qui me fasse pas trop réfléchir et qui soit pas trop en légèreté non plus. J'ai du mal avec les séries qui durent dans le temps, qui font des épisodes de 40 minutes, donc là ça avait un format de 30 minutes, donc du coup j'ai regardé la saison 6, la saison 7 et la saison 8. On va suivre des adolescents, c'est la reprise du Scam Norvège qui avait été fait initialement, et à partir de la 4e saison, il me semble, ils ont totalement changé l'intrigue et ils ont repris des thématiques qu'on voyait plus en France. Par hasard, j'ai entendu l'un des réalisateurs en parler a posteriori et j'ai trouvé que son propos sur la série était plutôt très intéressant, sur la caractérisation des personnages et sur ce qu'on pouvait représenter à l'écran, notamment au sujet de la pornographie, du sexe et de l'homosexualité à l'écran. Il me semble que c'était dans On ne peut plus rien dire. Je vous mettrai l'épisode si je le retrouve. C'est pas une grande série, mais elle aborde des sujets importants. Ensuite, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, mais j'ai regardé la 2e saison de The Morning Show. J'ai trouvé moins prenante que la première, mais on va développer d'autres thématiques qui sont davantage tournées sur les ressorts que vont avoir ce qui s'est passé dans la saison 1, mais on va aussi se centrer autour de la crise sanitaire au sens mondial, beaucoup sur les États-Unis, beaucoup au sein du journal, mais au sens de ce que ça a engendré dans la société. Il y a notamment un des journalistes qui part à l'étranger, qui part en Chine pour voir ce qui se passe là-bas. On va voir des personnages qui sont confinés, on va voir la déchéance de Jennifer Aniston à un instant donné et à quel point elle en ressort d'autant plus forte. Ça va redescendre ensuite. En fait, ce ne sont que des montagnes russes dans sa vie et on le sent aussi. On sent que le journal est en train de se perdre petit à petit et qu'il y a plein d'enjeux derrière, que ça soit la crise, que ça soit au niveau de l'information, que ça soit au niveau des directions. C'est une série qui est très bonne encore une fois et si vous avez accès à cette série, je vous la conseille. Je passe aux 2 chaînes YouTube. La première c'est Camille Laurent que j'ai découverte grâce à la vidéo des favoris de Julie Jumble. Elle faisait donc des vlogs toutes les semaines qui s'appelait Joie de vivre et je me les retape tous en ce moment, je les ai même pas terminés. Ça dure environ 12 minutes, sauf exception. On voit sa vie au Brésil, on voit les questionnements qu'elle a sur les dates, sur la sexualité, sur ses amitiés, sur ses découvertes au Brésil, sur le paysage, sur la bouffe, surtout sur les gens qu'elle rencontre, sur le féminisme, parce que c'est une ancienne journaliste, mademoiselle. C'est plaisant, c'est léger, c'est drôle et à la fois on voit de la vie et j'aime ça dans les vlogs. La seconde, c'est une chaîne Booktube qui a repris un petit peu d'activité. C'est la chaîne de Anne se livre qui avait arrêté pendant plus ou moins 1 an parce qu'elle était enceinte et que ensuite elle a dû s'occuper du bébé qui venait de naître.
Et là, elle a déjà posté 2 vidéos en 10 jours, je crois. Elle parle de classiques, mais elle parle aussi de contemporains. Et c'est des œuvres que je peux rencontrer au fur et à mesure du temps. Donc, je vous incite à aller regarder sa chaîne. Elle a toujours des avis construits. Elle sait décortiquer une œuvre et elle nous parle aussi de ses instants et notamment de la grossesse dernièrement. Elle lie aussi ses lectures à ça sans que ça soit justement du développement personnel ou de la psycho. C'est intéressant de voir le portrait d'une mère en même temps qu'on voit ses lectures. Donc je vous incite à lui donner de la force et à retourner sur sa chaîne que je suis très contente de voir revenir. Une pièce de théâtre et une exposition. Grâce à une amie qui a fait son stage là-bas, j'ai vu Freak au théâtre de la Reine Blanche dans le 18e que je ne connaissais absolument pas. La comédienne, en 1h10, va nous dire quel corps, quelle femme, quels discours, quels imaginaires sont représentés dans les médias, les films et sur les plateaux de théâtre. Seule en scène, Sabine Pacora revisite avec humour et sensibilité sa vie de comédienne et jongle avec les stéréotypes qui lui ont renvoyé tant sur sa couleur que sur sa rondeur. Confession, l'Afrique questionne les cadres de référence de la société française. Ça se place dans des problématiques qu'on rencontre quand on est racisé, je ne peux pas en parler, mais c'est vrai que ça donne à voir ces réalités-là, ça donne à voir le racisme intégré que tout le monde a, qu'on voit énormément dans la société française et qu'on voit énormément dans la bourgeoisie, mais aussi dans les classes moyennes, et c'est aussi ce qu'elle dit, parce qu'elle n'est pas engagée que par la bourgeoisie. Elle va en même temps à la fois dégoûter les adultes, et les enfants vont être totalement subjugués par elle à certains instants. Ils n'ont pas nécessairement les codes qu'on voit dans les dessins animés Disney et qui n'y sont pas forcément sensibles. Et c'est beau de voir qu'auprès de certains enfants, elle arrive quand même à trouver de la voix. Je trouve que c'est un seul en scène qui est bien fait, qui dure 1h10. Si vous avez l'occasion de le voir dans un autre théâtre, parce que je sais qu'il a des accords avec d'autres scènes maintenant, c'était la dernière quand je suis allée le voir, eh bien je vous incite à le voir s'il passe dans votre ville, parce que c'est une pièce qui m'a beaucoup plu. Je finis rapidement sur le musée que j'ai fait, sur les 3 expositions que j'ai faites dans le musée. La dernière, je ne me rappelle plus du tout et il n'y avait pas de prospectus, ça va être un point négatif d'ailleurs. Il s'agit du musée de l'Orangerie. J'ai vu l'exposition sur les impressionnistes. Désolée, ils ont décidé de se mettre aux travaux juste au moment où je termine la vidéo, donc je vais me presser. Ils ont fait une exposition sur Hockney que je voulais absolument voir. Là, le prisme qu'a pris Hockney, c'est qu'il a réalisé pendant le confinement des dessins en digitaux sur son iPad avec Procreate. Et on va voir toute une fresque sur 2 pans de mur, c'est gigantesque, c'est ultra long, où on va voir toute cette fresque qui va repasser toutes les saisons. C'est très beau, malgré tout, c'est pas une œuvre qui m'a touchée. Là où les œuvres d'Hockney peuvent me toucher en règle générale, j'ai trouvé que c'était pas réfléchi, que c'était pas abouti, même si on retrouvait quelque chose de très proche de ce qu'il fait dans sa peinture en règle générale et dans le pointillisme aussi. Il y avait effectivement cette pièce, mais il y avait que 3 autres œuvres exposées à l'étage, mais je suis pas rentrée dans l'exposition, je trouve que c'était pas construit, que là on a vendu l'exposition partout en ligne, c'était tellement pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit, ça m'a semi-plu quoi. La deuxième exposition que j'ai faite, qui est sur les impressionnistes, là m'a totalement captée. C'est aussi des univers que j'aime beaucoup, c'est un siècle que j'aime beaucoup. J'ai découvert des peintres en même temps. Le truc que je reproche, c'est qu'il n'y a que des hommes, alors qu'il n'y a pas que des hommes qui ont peint à cette époque. Mais ça, c'est encore un prisme qui est décidé par le musée. Je sais pas quoi en dire, je pense qu'on a vu 1000 fois des œuvres impressionnistes, mais que je suis toujours autant touchée. Petite mention à Utrio, que j'ai redécouvert entre guillemets parce que c'était des œuvres que j'avais pas vues, et si vous ne connaissez pas sa peinture, je vous le conseille. En tout cas, j'ai terminé avec cette vidéo. Je m'arrête ici, j'espère ne rien avoir oublié, sinon ça sera en barre d'infos. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram, me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Je suis désolée parce que je parle très vite, mais c'est parce que j'ai quasi 1 heure de vidéo. Je vous laisse me dire tout ce que vous voulez en commentaire, en message Instagram. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On se retrouve très vite. Voilà. Ciao!